Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Bonsoir, chers amis téléspectateurs qui nous suivez en radio et en audiovisuel sur YouTube ou ailleurs. Je suis heureux d'accueillir dans nos studios de Radio Maurice ce soir du mardi 1er juin 2021, Monsieur l'ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney. Mes respects, ambassadeur. Bonsoir et tous mes respects et considérations, cher Simbonga. Et président du CCSR, le cadre de concertation de la société civile rwandaise, et que personne n'en ignore. Merci beaucoup et bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Nous allons être vraiment directs et sans détour. Nous allons parler d'un sujet d'actualité, parce que ça ne fait pas longtemps que ça s'est passé. Un entretien que notre président Paul Kagame a accordé à deux journalistes de TV5 Monde. C'était à l'occasion de la visite du président français au Rwanda, M. Emmanuel Macron. Alors, TV5 Monde en a profité pour poser au président Paul Kagame des questions en rapport avec cette relation, mais aussi des questions en rapport avec son pays, le Rwanda, sa gouvernance, sa politique. Alors, le contenu de cet entretien de quelques 55 minutes s'est déroulé sur quelques sujets, notamment, justement, comme je le disais, la relation franco-rwandaise que vous suivez très bien. Et d'ailleurs, depuis l'histoire de votre carrière, vous avez été ambassadeur du Rwanda en France depuis avant même que Paul Kagame ne prenne le pouvoir. Donc, vous avez beaucoup à lui apprendre de l'histoire de cette relation. Et vous décortiquez aussi la relation actuelle et l'évolution. Alors, lors de cet entretien, la première question qu'on lui a posée, c'était les responsabilités graves et accablantes que les rapports du côté Rwanda, du côté France, ont souligné de la France pendant le génocide. Alors, les responsabilités n'ont pas été établies. On parle de responsabilités. Vous nous en avez parlé de ces responsabilités. On en parle, mais ça ne se voit pas. Alors, les deux journalistes de TV5 Monde ont été aussi curieuses et ont parlé de ces responsabilités. Et le président Kagame a tourné, finalement pour dire, voilà, c'était un début. Moi aussi, je ne suis pas si satisfait de ce que le président Macron a dit ou a fait, ou la France a eu des responsabilités. On devrait demander pardon aux victimes du génocide. C'est eux qui... Donc, le président Macron a dit ça de façon diplomatique, entre guillemets. Le président Kagame a dit qu'il n'était pas satisfait. Il ne l'a pas caché lors de cet entretien. Mais il a dit
c'est ça la question que vous allez nous aider à comprendre. Il a dit, c'est un début, mais c'est dans la bonne direction. Alors, quand le président Kagame dit que c'est quelque chose, c'est un début, c'est qu'il a un plan. Pouvez-vous nous aider à comprendre le plan qu'aurait Kagame à accepter de nouer une relation que hier, il disait impossible, sont des criminels, il avait envoyé des mandats d'arrêt contre les autorités françaises, de anciennes autorités françaises. Et après, qu'on parle magie, il se lie d'amitié avec la France. Alors, quel est ce début et quelle direction est-ce que Kagame a envie de prendre? Est-ce qu'il a envie d'aller dans la direction de la France? Est-ce qu'il a envie d'aller dans la direction d'un plan que lui, il a? Aidez-nous un peu à comprendre, monsieur l'ambassadeur. J'ai été un peu long, mais pour commencer l'émission, il fallait tracer un cadre. Non, vous n'avez pas été long du tout. Vous m'avez aidé à me replacer dans le contexte de cet entretien avec les deux journalistes de TV5 Monde, hein, je pense que c'était ça. Eh bien, oui. C'est une émission qui m'a beaucoup étonné et en même temps un peu agacé, je dois avouer, parce qu'il y avait un mélange de politesse, de mensongerie, si on peut utiliser ce terme, de technicologie, eh bien, il y avait un mélange de tout. Il a techniqué au vrai sens. En principe, c'était typiquement rwandais, quoi. C'était très rwandais, plus que rwandais même. Plus que rwandais. C'était du Kagame et du FPR, tout craché, mais un peu adouci par rapport à ce que nous lui connaissons de colère, d'arrogance. C'était moins arrogant que d'habitude. Déjà, à ce niveau, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'au cours de cet entretien, Kagame invoque le destin, Dieu, qu'il caresse Dieu à tous les coins, dans toutes ses phrases, pratiquement, il évoquait le destin. Si Dieu permet, si ceci, si cela. Là, il y a le Saint-Esprit. Même le Saint-Esprit, croyez-moi, ce n'est plus Saul, c'est Saint Paul, hein, que nous avons en face de nous dans cette émission. Et donc, pourvu que ça dure en tout cas, si le président Kagame peut s'adoucir et commencer à utiliser une terminologie civilisée et moins dure que d'habitude, ce serait formidable. Comme ça, au moins, un jour, peut-être qu'il accepterait de discuter et de parler avec les autres, avec ses semblables. En tout cas, on sent de la faiblesse, on sent on le sent fébrile. Ce n'est plus Kagame au teint arrogant. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous avez vu, à un moment donné, il a failli se fâcher, peut-être dire des choses désagréables à l'une des journalistes, et puis il s'est retenu. Quand il lui a posé des questions sur l'opposition, sur les droits de l'homme, sur ce genre de dossier qu'il n'aime pas qu'on évoque, où il intervient toujours pour dire « vous les colonialistes, vous les colonisateurs, vous les… » Tout y passe. Et cette fois-ci, il s'est gardé d'aller trop loin, mais il l'a quand même fait. Alors, pour revenir à la relation France-Rwanda, Kagame-Macron plutôt, pour l'instant, disons, c'est des relations vraiment personnelles cette fois-ci. Ce n'est plus comme on l'a souvent dit par rapport à Mitterrand et à Habyarimana, ça c'est un mythe. Ils n'ont jamais eu ce genre de relation. Je ne les ai jamais vus se tapoter, se donner des coups de coude, s'appeler Paul, s'appeler Emmanuel. Je n'ai jamais vu ça, s'appeler Juvenal, François. Non, ça n'existait pas. Là maintenant, nous avons des relations très très personnelles. Et demain, s'il devait y avoir des questionnements, il faudra en tenir compte. Puisque vous en parlez, monsieur l'ambassadeur, d'après les images que nous avons et d'après les informations que nous avons à partir de Kigali,
le contact avec les deux présidents, donc entre les deux présidents, a été si court sur les 2 jours que le président Macron a passé par là. Leur contact, leur conversation, ça n'a pas duré vraiment très longtemps. C'est ce qu'on nous a montré, on ne sait jamais, peut-être qu'ils ont pris un verre ensemble, hein, ou qu'ils sont allés manger des brochettes ensemble, hein, on ne sait jamais. Hein. Donc, c'est ce qu'on a voulu bien nous montrer, mais en tout état de cause, il y a des relations très, très personnalisées entre les deux, très, très personnelles, et ça facilite parfois les relations diplomatiques hein, entre pays, les relations personnelles. Moi, j'ai souvent utilisé ça. Quand j'étais en très bon terme avec un ambassadeur d'un pays africain ou autre, il m'était plus facile d'aller discuter, négocier avec lui. Ça ne veut pas dire que chaque fois j'emportais ce que je voulais, mais au moins ça facilitait le contact et ça facilite les négociations et les discussions. Donc pour ce coup, là, je les encourage à poursuivre, mais pas trop, en ce qui concerne le président Macron, pas trop entrer, je dirais, pas trop oublier le principe de précaution diplomatique en la matière, parce que Paul Kagame, ce n'est pas n'importe qui, c'est un chef d'État qui est accusé de tous les crimes possibles et imaginables, accusé même de crimes de génocide. Donc, notre président Macron devrait se méfier un peu, pour que demain, on ne dise pas qu'il a soutenu un génocidaire. Ce qui serait vrai pour cette fois, encore une fois, ce serait vrai, vraiment. Il faudrait encourager la reprise franco-rwandaise dans le bon sens, mais pas nécessairement avec Paul Kagame, parce que de toute façon, je pense qu'au Rwanda, il y a une fin de règne qui se profile à l'horizon, qui s'annonce. Lorsqu'un chef d'État commence à arrêter des youtubeurs, lorsque des ministres ne font plus que ça, courir derrière les youtubeurs, hein, comme Ida Mangue, et hier, c'était le cas d'Aimable Karasira, on voit bien que l'interview de Kagame, en fait, tombe à l'eau. Il a beau nier qu'il existe une opposition. L'opposition, c'est quoi? L'opposition, ce n'est pas les partis politiques. Hein. L'opposition, c'est toute l'opinion rwandaise, les associations, les organisations de diverses sortes qui disent ça suffit. On a besoin de changement, on a besoin de liberté, on a besoin d'égalité citoyenne entre tous les Rwandais. C'est ça l'opposition. Les partis politiques, ils complètent, ou alors ils puisent dans cette opposition, dans cette fatigue citoyenne. Mais les partis politiques en eux seuls, effectivement, il n'y en a pas, puisque Kagame en a fait son affaire. Il a mis en prison tous ceux qui comptent, tous ceux qui voulaient vraiment s'engager et à la limite entrer en compétition contre Kagame pour accéder au pouvoir suprême, alors que d'autres ont été réduits à l'exil. C'est ça la vérité. C'est pourquoi Paul Kagame affirme haut et fort qu'il n'y a pas d'opposition au Rwanda, puisque plusieurs opposants ont été tués, aussi bien au Rwanda qu'à l'extérieur. D'autres sont en prison, condamnés à perpétuité, condamnés à 25 ans, sans dossier. C'est pourquoi je pense, je suis là d'accord aussi avec Paul Kagame, qu'il n'y a pas d'opposition au Rwanda. Les seuls qui essayent, et là encore, on leur refuse la tribune pour s'exprimer, c'est Victoire Ingabire Umuhoza et Bernard Ntaganda. Ce sont les seuls. Bon, j'ajoute toujours Silver Misera, puisqu'il partage le parti avec Bernard Ntaganda. Je souhaite, en ce qui me concerne, qu'ils se remettent ensemble pour se battre ensemble au lieu de continuer à s'opposer sur base de futilité. Mais l'autre opposition dont on nous parle, qui est dans le forum des partis, ce n'est pas une opposition, c'est des supplétifs du FPR. Mais on ne va pas leur jeter la pierre. Certains d'entre eux sont vraiment des personnes qui souhaitent le changement, qui veulent le changement, mais qui n'ont pas d'autre moyen que de s'affilier au FPR pour vivre et survivre. Donc cette opposition-là, il faut faire le tri aussi. Mais elle ne fait pas partie de celle que Kagame nie. Pour lui, cette opposition du forum des partis politiques existe, puisqu'elle lui est assujettie.
Tout le reste, ce que Kagame a dit, c'est vraiment un langage, c'est un discours sur lequel il ne faut pas perdre son temps. Ça ne sert à rien de discuter pour savoir s'il y a une opposition. C'est un discours d'un chef d'État. Donc, c'est un chef d'État, un dictateur plutôt. C'est un dictateur. Il reviendra sur les mêmes propos, mais nous, comme journalistes, nous sommes obligés toujours de revenir sur ces propos. Tout à fait. Il les prononce. Alors, en parlant de cette opposition, vous me rappelez d'un film, une partie d'un film de western, où un prêtre a dit à un cowboy qui tirait sur tous ses ennemis tout le temps. Alors, il est allé se confesser. Le prêtre lui a dit, mais mon ami, la loi de Dieu nous apprend que nous devons aimer tout le monde comme nous-mêmes, aimer même nos ennemis. Il dit, mais le cowboy dit, mais heureusement, les ennemis, moi, je n'en ai pas. Et le prêtre s'étonne. Il dit, comment ça? Toi qui passes toute ta journée à tirer sur des gens, à tirer sur Il dit, non, je n'ai plus d'ennemis parce que je les ai tous descendus. Donc, je n'ai personne, je n'ai aucun ennemi à aimer parce que je les ai tous descendus. Alors, lui aussi, il parle de l'opposition qui n'existe pas. Comment peut-on dire qu'un président, dans une république aussi démocratique, soit-elle, qu'il n'y a pas de gens qui s'opposent aux idées des gens qui règnent, donc qui gouvernent. Là, ce n'est pas possible. Et je me suis dit, mais ça ne faisait pas longtemps, il niait qu'il y a eu des crimes en RDC. Maintenant, il nie que dans son pays, il n'y a pas d'opposition. Mais il va nier jusqu'à quoi? Il va nier jusqu'à son prénom. C'est ça le néo-négationnisme, en fait. Hein. Pendant que nous, on affirme des choses, lui, il nie tout. Il nie tout. C'est un négationniste chevronné qui joue bien son jeu. Mais je pense que, vous savez, je vais vous raconter une anecdote hein, qui me ramène malheureusement dans la mauvaise période de 94. Au cours du mois de mai, vers fin mai plutôt, un cousin à moi qui habitait à Kigali, dans le quartier de Kiyovu, était resté chez lui, avec une petite radio et qui lui permettait de suivre l'actualité. En parlant d'actualité, il ne suivait que la RTLM. Et moi, je l'appelais pratiquement tous les jours pour le supplier, pour lui dire, écoute, Kigali est vide. Le gouvernement est parti à Gisenyi, après Gitarama. L'armée a commencé à se dégager, à fuir. Il dit, il m'a dit, non, je ne suis pas seul. Hein. Il y a des voisins avec lesquels je communique. En plus, notre armée est en train de gagner. La RTLM dit que nous avons éliminé tous les Inyenzi, que voilà, qui sont exterminés, que nous avons gagné. Je lui ai dit, maintenant, moi, je suis en contact avec des ministres, des militaires, je sais ce qui se passe, j'écoute d'autres radios internationales. Il m'a dit, ah bon? Vous savez, la RTLM, elle faisait tout ça pour jouer la comédie, pour tromper la population. Malheureusement, il y a des victimes qui sont restées effectivement à Kigali en croyant que tout était bien, que tout se passait bien, que l'armée avait le dessus. C'était un grand mensonge. Donc pour eux, il n'y avait plus de FPR, il n'y avait plus d'armée du FPR. Tout était parfait. J'ai peur que Kagame ne soit dans cette situation aujourd'hui. J'ai peur que les services de propagande du FPR, sachant quand même que la fin est proche, parce qu'elle est vraiment proche, hein, je ne suis pas un prophète de malheur ou de bonheur pour certains, mais ils sont en train de jouer les dernières cartes. Regardez, sur le plan de la politique régionale, la géopolitique du Rwanda est très, très mal placée aujourd'hui. Il est difficile de croire qu'un pays, moi je n'ai jamais vu ça, j'ai quand même
fait le tour du monde pratiquement. Je connais la plupart des pays du monde. Je connais les régimes qui ont dirigé certains États. L'Éthiopie, Mengistu n'était pas un petit dictateur, hein. Mais jusqu'à la dernière minute, alors que nous, on était au sommet de l'OIA à Abuja, en 1991, Mengistu chantait encore sa gloire à Addis Abeba. Le deuxième jour du sommet, on m'apporte une dépêche de notre ambassade à Addis Abeba qui disait « Mengistu est tombé ». Alors que la veille encore, il faisait peur. Et Mengistu avait fui. Lui, il a pris le temps de fuir. Il est encore vivant au Zimbabwe. Mais beaucoup de ces seconds, ils ont laissé la peau et d'autres sont peut-être probablement en prison. Donc, Kagame peut raconter sa vie, peut faire des discours, mais je veux vraiment informer l'opinion nationale et internationale que les gens sachent que Kagame n'est pas l'homme qui faisait peur hier. Il y a bien une opposition rwandaise. Il y a bien une opposition rwandaise, au Rwanda même, des jeunes gens, des garçons, des filles, qui bravent cette dictature, qui bravent les violences de la police et de l'armée, et qui sont arrêtés au quotidien, ou assassinés, ou qui disparaissent. Des jeunes poètes, des jeunes libres penseurs ou penseuses. C'est le cas des membres Karasira, qui a été arrêté hier. On ne sait pas, la presse commence à dire qu'il serait très probablement condamné à 15 ans comme Victoire Ingabire. Le jeune Kizito, dont vous passiez les chansons avant notre émission, il est mort dans les mêmes conditions. Ce n'était pas un opposant qui menaçait le régime. Le problème, c'est qu'il avait des idées qui prônaient le changement et le vivre ensemble, de tout le monde ensemble, toutes ethnies confondues. Or, Kagame ne veut pas ça. Il veut que son régime, avec la puissance de son armée, continue à écraser et à régner sur les Rwandais comme... je ne peux pas comparer ce régime à un autre parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Même le Coréen n'est pas aussi violent que le régime de Kigali. Donc, c'est ça, l'opposition existe. En plus, il y a des partis politiques à l'étranger avec lesquels il doit compter parce qu'ils véhiculent une certaine opinion aussi. L'opinion, ce n'est pas que l'opinion du FPR dans le pays. Kagame parle, bien sûr, mais les Rwandais qui sont à travers le monde analysent, s'expriment, informent la communauté internationale. Or, Kagame sans la communauté internationale, puisque son capital diplomatique et politique, il a au départ tiré du soutien de la communauté internationale, parce qu'il était parvenu à mentir et à instrumentaliser le génocide des Tutsis. Aujourd'hui, ça commence à s'effriter. La vérité commence à sortir. On sait désormais que bien sûr, il y a eu le génocide des Tutsis, nous le savons, vous le savez bien, M. Sihunga, vous en avez été victime, moi aussi. Mais tout le monde sait que Kagame aussi a été l'auteur de massacres à travers le pays, d'abord depuis 1990, et puis au Congo de 1996 à 2017, 2003, et il y a eu des rapports qui disent que l'armée de Kagame a commis des crimes de génocide. Donc, il peut être sûr que dès que tout sera connu, ce qui m'étonne, c'est que quand même le président Macron devrait être informé de tout ça. Mais face au lobby très puissant pro-Kagame en France, c'est vrai qu'il prend le temps quand même d'analyser la situation. Il faut noter une chose, même si on peut critiquer certains aspects de la diplomatie de Macron, on peut quand même noter une chose. Ce que les amis de Kagame en France lui demandent, ce n'est pas nécessairement ce qu'il fait. L'année dernière, on voulait le forcer à aller à Kigali à la commémoration pour demander pardon, pour présenter ses excuses. Il a refusé d'y aller. Et ce sont les mêmes qui, cette année, sont furieux après lui parce qu'il n'a pas présenté ses excuses à Kagame. Oui, donc, il ne marche pas. Ce n'est pas un aveugle, le président Emmanuel Macron. Nous, en France, nous prendrons le temps de nous adresser à lui à travers des lettres. Si cela est possible, on verra ses collaborateurs.
pour leur expliquer l'erreur et le manque de perspicacité à suivre Kagame juste pour rattraper le temps perdu, juste pour rattraper la place qu'avait la France en 1994 dans la région. Parce qu'en s'acoquinant trop avec Kagame, eh bien, la France risque de perdre d'autres alliances à côté. Il y a le Congo qui demande justice, il y a l'Ouganda qui ne veut pas en entendre parler, et puis les autres, le Burundi. Donc, nous expliquerons cette opposition que Kagame nie. Elle va faire son travail. La différence avec certaines autres oppositions, c'est que nous sommes une opposition pacifique. On ne lui fait pas la guerre militaire. Jusque-là. C'est pourquoi il a peut-être tendance à nier. Permettez-moi de vous interrompre parce que vous touchez un point sur lequel, d'ailleurs, j'avais dit au début de cette émission. C'est vrai que si on analyse très bien comme vous le faites, le président Macron n'est pas dupe. Il sait les limites qu'il ne peut pas franchir. Mais le président Kagame, lui aussi, quand il dit, voilà, c'est un début, mais je sais la direction que ça va prendre, il a un plan. Quel va être le point de concordance de ces deux plans? Est-ce que ça va matcher, comme on dit en français ou en anglais? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura à un certain moment un point de rencontre ou un point peut-être de rupture dans votre analyse, dans votre connaissance de la diplomatie, dans les prévisions que vous avez en tant que des gens qui vont influencer la France et le président Macron pour aller dans la bonne direction? Comment vous voyez la perspective de cette relation, monsieur l'ambassadeur? Il y a un élément important dont il faut tenir compte d'abord, c'est la différence entre les deux régimes. Si on peut parler du régime Macron en France, hein, en fait, Macron, il a un mandat à faire et puis il doit se faire réélire si tout marche bien. Alors que Kagame est déjà sûr qu'il peut rester jusqu'à la fin de sa vie au pouvoir. Autre chose, c'est que c'est Kagame qui décide de tout au Rwanda. Kagame ou son petit groupe qui ont tout partagé, le groupe qui a tout partagé avec Kagame, qui a participé au massacre au Rwanda comme en RDC, le même groupe qui prépare une attaque contre le Burundi. Je lui souhaite bonne chance. D'un côté, donc, il y a cela, et de l'autre, il y a la France. Il y a le président Macron qui ne décide pas de tout. Le président Macron ne peut pas décider de vendre la peau de la France à vil prix. Il le sait bien. Il sait bien que même s'il est le chef des armées, en définitive, en tant que chef d'État, il sait qu'il ne peut pas dépasser une certaine ligne parce qu'il y va de l'honneur de la République et des intérêts suprêmes de ce pays, de la France. Donc, je crois que l'idéal pour moi, une fois encore, ce serait qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il y ait un point de rencontre qui dure, mais sur base de vérité, pas en se cachant derrière son petit doigt pour faire semblant de ne pas voir la vérité et la réalité. Cette vérité, c'est que plutôt que de dire la France doit demander pardon au Rwanda, honnêtement, moi, je changerais plutôt le logarithme et je privilégierais de voir les choses dans l'autre sens. Est-ce que le FPR ne peut pas faire preuve d'humilité pour une fois et demander pardon à la France? Parce que le FPR a trop menti au sujet de la France, au sujet d'actions génocidaires que la France aurait posées, au sujet d'une improbable complicité de l'armée française ou du gouvernement de François Mitterrand au génocide de 1994 ou à la période qui l'a précédé.
Est-ce que le Rwanda ne peut pas demander pardon, ou le FPR plutôt, Kagame en personne ne peut pas demander pardon aux Français et à la France pour avoir insulté souvent les autorités françaises? Est-ce que Kagame ne peut pas demander pardon aux Rwandais, à la France et au monde, demander pardon pour avoir empêché la communauté internationale d'intervenir pour arrêter le génocide? Je pense que c'est... On ne va pas non plus le prendre à la gorge pour lui dire « Allez, tu es par terre », lui mettre le pied sur la tête en demandant « à vous ». Mais petit à petit, si cette reprise des relations peut servir à ça, ce serait une bonne chose. Dans la modestie qu'on peut lui connaître maintenant, Kagame devient modeste, il devient humble, moins arrogant. J'espère vraiment qu'il arrive à un jour dire « Au fait, j'ai menti pour la France, c'était dans tel ou tel intérêt ». Et ne rêvons sur... En tout cas, on ne va pas arriver, on ne va pas commencer à arriver, ce n'est pas demain. Mais pour revenir, pour être plus sérieux, je pense que la relation peut être solide si Kagame quitte cette posture de pleurnicher, de pleurnicher tout le temps. C'est toujours les autres qui ont tort, c'est toujours les autres qui nous ont causé des malheurs, alors qu'il sait bien qu'en 1994, les machettes, ce n'étaient pas les Français, ce n'étaient pas les Américains, c'était les Rwandais. La Kalachnikov qui tuait les populations de Byumba et d'ailleurs, les bombes qui tombaient sur les réfugiés rwandais au Congo, au Zaïre à l'époque, il y avait peut-être, oui, un soutien international. Mais la volonté de détruire les camps des réfugiés, de massacrer les Hutus au Congo, ce n'était pas... Je ne vois pas pourquoi les Américains ou les Anglais ou les autres auraient souhaité massacrer les Hutus. C'est nécessairement le pouvoir de Kigali qui a demandé de l'aide pour finir la besogne, comme le président Kagame l'avait dit. D'ailleurs, en 2007, il avait avoué qu'il avait bien voulu exterminer les Hutus, mais qu'il n'en avait pas eu les moyens ni le temps. Ça, il l'a dit à Moulini, je pense. C'était en avril 2007, si mes souvenirs sont bons. Oui, oui, c'est enregistré dans un discours à Kinyarwanda. Voilà. Murambi, je pense. Et donc, lorsqu'un chef d'État déclare cela, en colère, mais en parlant de choses vraies, il disait vrai, qu'il les avait tués, mais que ce n'était pas assez, qu'il aurait fallu, et elle avait ajouté, si aujourd'hui j'avais à le refaire, si j'avais à recommencer, eh bien je finirais la besogne parce que j'ai les moyens maintenant de les massacrer tous. Et aujourd'hui, il joue au plus fin, il devient comme un homme surpris que lorsqu'on lui parle de mort, lorsqu'on lui parle de massacre du Congo, où des millions de Congolais ont laissé la vie, et des centaines de milliers de Rwandais réfugiés de l'ethnie Hutu. Kagame fait l'étonné, il n'a jamais vu ça, il ne sait pas. Il dit non, ça n'a jamais existé. Mais l'histoire est ainsi faite. Lorsqu'on commence à devenir amnésique, c'est qu'on a un problème. C'est qu'on a un problème, il a un problème d'amnésie, voulu peut-être, mais amnésie quand même, ça ne va pas, je pense, ça ne passera pas dans l'opinion ni nationale, ni internationale, et surtout pas dans l'opinion congolaise. Parce que c'est un pays étranger qu'il a envahi, dont il a tué les populations, qu'il a pillé, qu'il continue de piller et de tuer la population. Donc, lui-même, il a dit une fois que les faits sont têtus, voilà. Les faits lui reviendront chaque fois à la figure, ça c'est certain. Exactement, il avait dit avec son petit accent anglais, il avait dit « les faits sont têtus ». Et tout le monde avait applaudi. Eh bien, ils sont têtus. J'ai une petite question, monsieur l'ambassadeur, qui se greffe d'ailleurs sur celle de la relation franco-rwandaise et sur le plan de Kagame, qui se croit malin, mais il y a parfois des malins ennemis qui l'ignorent. Donc, lui, il n'a pas caché que cette relation, il entrevoit un avantage, un plan de se débarrasser de tous ses opposants, de toutes ces voix dissonantes qui sont, ou discordantes qui sont
en France. Nous savons bien qu'il a taxé la France d'avoir hébergé en nombre les génocidaires, hein, entre guillemets, c'est lui qui l'a dit. Et voilà, donc sa relation avec la France, il ne laisse pas vraiment, il le dit qu'il a envie que la France, on a parlé d'Agathe Habyarimana, mais aussi, lui, il dit, oh, il y a plein d'autres. Donc, il le dit clairement qu'il a un plan dans sa relation avec la France, de se débarrasser de ces opposants qui se trouvent sur le sol français. Vous êtes sur le sol français, justement. Vous avez un conseil que vous vous donnez ou vous avez un plan à vous aussi? Moi, vous savez, je suis un citoyen ordinaire qui essaye de vivre ma vie, mais aussi, évidemment, penser à mon pays d'origine, mais aussi et surtout à mon quotidien en France et à ma sécurité, naturellement. C'est vrai que Kagame, depuis quelques années, menace. Hein. Moi, j'ai reçu des menaces personnelles et ce n'est pas terminé. Kagame a recruté des gens ici que nous connaissons qui travaillent un réseau d'espionnage à travers certains médias. Il y a des journalistes qui travaillent comme espions, nous les connaissons, qui écrivent des articles mensongers, qui se sont spécialisés dans des articles pour déstabiliser la communauté rwandaise, notamment les ressortissants rwandais non tutsis. Hein, nous devons le dire parfois parce que ces journalistes-là l'écrivent. Ils veulent vraiment déstabiliser et continuer à créer des divisions entre les Hutus et les Tutsis de France. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes tous des frères et sœurs. Nous ne voulons pas de ces petits blancs, j'utilise ce terme, qui viennent se mêler de nos affaires. Le gouvernement français est assez lucide. Il connaît la situation. Ce n'est pas des journalistes nés dans les années 85 et qui vont commencer à nous servir la sauce du FPR. Vous parlez de moi, cher Sivunga. Il y a un journaliste qui a passé des semaines autour de chez moi, à tournoyer autour de l'immeuble, à essayer de me prendre en photo. Mais pourquoi il doit chercher à me prendre en photo alors que je passe tout le temps sur YouTube? Il n'a qu'à prendre... S'il va sur Google, il va trouver 250 pages sur Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Il n'a pas à chercher loin, mes photos sont partout. Mais tout ça pourquoi? Pour identifier l'immeuble où je vis, l'étage, le numéro de l'appartement. Si j'ai une boîte postale, posez-vous la question, pourquoi ils veulent savoir si j'ai une boîte postale où je reçois mon courrier, jusqu'à aller à la police pour demander si j'avais des dossiers personnels. Et effectivement, il y a un service français qui est chargé de suivre la sécurité des ressortissants rwandais. Ils ont commis l'erreur de lui donner une de mes fiches. Où il n'y a rien de très, très spécial, mais c'est quand même une fiche sur moi. Donc, il est entré dans ma vie privée. Et vous savez avec qui? Parce qu'il n'est pas assez intelligent pour cacher aussi ses erreurs et ses bêtises. Avec qui il est allé partager cette fiche? Et il écrit dans son article, avec une cousine à Kabarebe, qui vit en France, qui est mariée à un Français que tout le monde connaît. Dans son article, il le met. Et à plusieurs reprises, en fait, ça revient. Donc, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire que tous les renseignements que ce jeune journaliste récupère à Orléans, chez moi, à Rouen, à Paris, à Toulouse, dans le nord, en Normandie, à l'est, parce que maintenant, il a commencé à essaimer toute la France pour déstabiliser les Rwandais. Tous ces renseignements finissent chez cette dame, qui est une des cousines de Kabarebe et qui est mariée à un activiste, entre guillemets,
des droits de l'homme en France, c'est-à-dire un spécialiste du génocide des Tutsis. C'est un réseau d'espionnage qui peut être très dangereux, jusqu'à aller faire le pied de grue devant nos résidences. Et là, évidemment, ça commence à faire beaucoup. Je peux vous informer que la communauté rwandaise, dont je fais partie, a décidé d'agir. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Il y a des articles qui blessent, des mensonges, vraiment des choses incroyables. Tout le monde est devenu, pour lui, pour ce jeune journaliste, nous sommes tous des génocidaires. Moi, j'ai déjà fait ma part du trajet. J'ai porté plainte contre un de ses amis qui l'a dit dans la presse publiquement. Mais je peux vous informer qu'on ne va plus se laisser faire, que toutes les personnes, tous les Rwandais agressés médiatiquement comme ça et qui vivent sous la menace, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et de porter plainte contre ce monsieur et contre son réseau. Parce qu'il y va de notre sécurité. Si demain on trouve, vous savez, on a eu des expériences malheureuses. À Bruxelles, on a déjà trouvé un ou des Rwandais dans le canal de Bruxelles. Et nous, on ne veut pas que ce genre d'incident arrive en France. Nous sommes dans un pays où jusque-là, notre sécurité est assurée, garantie. Et nous en appelons aux autorités françaises, au président Macron, qui vient de Kigali, qui doit savoir d'ailleurs qu'il a été abusé en fait. Le président Kagame a abusé de sa confiance, un peu comme en 2010. En 2010, il a suffi que quand le président Sarkozy était à peine parti de Kigali, c'est là que Kagame a commencé des arrestations de l'opposition. C'est là que Victoire Ingabire a été arrêtée. Et elle a passé 8 ans en prison après une condamnation à 15 ans. C'est là que le général Kayumba Nyamwasa, qui venait d'Inde pour enterrer sa maman, c'est là que ces problèmes ont commencé. Et beaucoup d'autres choses. Donc, maintenant, après le départ de Macron de Kigali, aussitôt qu'il a quitté la capitale, le Rwanda, eh bien, les rafles ont commencé. Donc, ils ont laissé passer pour que la visite se déroule dans de bonnes conditions, pour que le président Macron ne voit rien de spécial. Mais au lendemain de son départ, alors que ce n'est pas été encore chaud sur le tracé de la route de l'aéroport, eh bien, les rafles ont commencé, des jeunes, des garçons, des filles qui croupissent maintenant en prison pour rien, parce qu'ils ont publié des audios ou des vidéos sur YouTube. Donc ça aussi, le président Macron doit se dire, j'ai été abusé. J'ai été abusé. En fait, j'ai aidé Kagame à se requinquer, à prendre un peu de force et à se dire, je suis intouchable. Même la France maintenant m'applaudit, même la France me soutient. C'est ça aussi. C'est là que je parle du principe de précaution. Les chefs d'État de la France en particulier et des autres pays doivent vraiment introduire, je pense, cette règle dans leur réglementation, comme ça existe dans d'autres domaines, dans le domaine sanitaire, par exemple. Dans le domaine sanitaire, il y a un principe de précaution qui est suivi. Je crois qu'en diplomatie, il faudra aussi le faire. Ne pas mettre son doigt dans des mauvais dossiers comme celui du Rwanda, alors qu'on accuse les prédécesseurs, justement, d'avoir commis des erreurs. Là, on risque de commettre des fautes dont la France sera responsable un jour ou demain. Merci. Oui, vous allez prendre des précautions, c'est vrai. Mais ce qui a étonné plus d'un, justement, dans cet entretien avec TV5 Monde, c'est lorsque le président Kagame a pris vraiment une chape qui a noirci vraiment toute l'opposition, enfin, toutes les personnes qui l'ont fui. Hein? Donc, ceux qui l'ont fui pendant la guerre et le génocide, ce sont des génocidaires. Ceux qui le fuient après le génocide, ce sont des voleurs, ce sont des criminels de grand chemin, des bandits, ce sont ses propres mots. Alors, c'est un saint qui donne une image du reste du monde, une image toute noircie. Je me suis dit, mais
il y va loin quand même. Enfin, je ne suis pas le seul à se poser cette question. Vous savez, il a toujours été comme ça. Hein. Rappelez-vous, ce n'est pas la première fois. Moi, personnellement, je ne m'étonne pas parce qu'il m'a souvent cité. Il a cité, il a distribué des points, il y en a qui sont gentils. Hein. Il a dit, cela, il n'y a pas, non, aucun problème. Les autres, ils ont fait ceci, les autres, ils ont fait cela. J'ai demandé un droit de réponse, en fait, à TV5, parce que même s'il n'a pas prononcé mon nom, d'ailleurs, on peut se demander pourquoi, pour cette fois-ci, il n'a pas prononcé mon nom. Kagame commence à s'inspirer de l'histoire. Il sait que prononcer le nom de quelqu'un, ça peut coûter cher. Et donc, il utilise des formules alambiquées. Il contourne la question pour essayer de pointer du doigt, mais sans dire le nom. Ça aussi, c'est un signe de faiblesse, hein. Croyez-moi. Un chef d'État qui n'ose pas dire le nom de quelqu'un, c'est que, quelque part, il est en train de... comment dirais-je? Mais enfin, l'essentiel a été fait. En ce qui me concerne, ce qu'il a dit, même s'il y a des erreurs, hein, il dit que j'ai passé un mois à Kigali, ce n'est pas vrai, j'ai passé quand même 2 mois et demi. Et tout le reste, pourquoi, lorsqu'il parle de gens qui ont volé, qui ont tué, pourquoi il ne les poursuit pas? C'est ça aussi. C'est facile de dire, un chef d'État qui dit « tel a fait ceci ». Mais, Monsieur le Président, ce qu'il a fait, c'est un délit ou c'est un crime. Pourquoi vous ne demandez pas, puisqu'il a la possibilité de demander à ses procureurs de faire leur travail, pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi d'ailleurs, dès 1994, en ce qui me concerne, pourquoi ils ont refusé qu'il y ait un procès? Parce que moi j'ai demandé, j'ai commis un avocat, il est encore au Rwanda. Ils lui ont dit non, 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 il n'y a pas d'affaire, hein, il est passé. L'ancien procureur général Gahima, quand il est arrivé à l'étranger, je lui ai posé la question. Hein. Il lui a dit, mais monsieur le procureur, j'aimerais, quel est mon dossier pour que je me défende? On continue à m'affubler de ceci, de cela. Pourquoi? Il m'a dit, il n'y a jamais eu de dossier à Guijima dans nos tribunaux, dans nos parquets. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle en anglais character assassination. Essayer de faire taire quelqu'un en le noircissant, mais ça ne jouera pas. Je ne suis pas, une fois encore, moi je ne suis pas un cow-boy, hein, je ne suis pas un Superman. Mais franchement, ce genre de fabulation, ça ne m'effraie pas. En revanche, j'attends que le président Kagame quand même en dise un peu plus. Ce n'est pas une révélation spéciale, mais je prépare un courrier au président. Ce sera une lettre ouverte pour lui demander de m'en dire plus en ce qui me concerne et de me donner plus d'éléments. Autrement, c'est trop facile. Moi aussi, je peux dire que j'ai vu Paul Kagame dans le lit avec sa fille. Si je le dis, comment il va le nier, par exemple? Si je dis que j'ai vu Paul Kagame dans le lit avec sa fille, comment il va le nier? Il faut que les Rwandais aussi apprennent à se poser des questions de ce genre. Comment on peut nier une accusation lorsque cette accusation ne permet pas à l'intéressé de se défendre? Lorsque c'est pas... Donc, c'est ce genre de questionnement qu'il faut avoir à l'esprit. Maintenant, il y en a qui ont eu la chance que Kagame dise des bonnes choses, hein, c'est bien. Mais moi, je m'inquiéterai. Le jour où Kagame va dire de bonnes choses sur moi, ce jour-là, je commencerai à m'inquiéter sérieusement. Ou alors, c'est que j'aurai trahi ma conscience. Et ce n'est pas demain la veille. Justement, puisque vous en parlez, d'ailleurs, en allant vers la fin de notre émission, il se prend pour un modèle de sainteté. Parce que quand il badigeonne de toutes les personnalités de l'opposition qui l'ont fui et qui les badigeonnent de noirs, de crimes, de vols, de crimes, de je ne sais pas quoi, est-ce que en pointant un doigt vers eux, est-ce qu'il ne regarde pas les 4 doigts qui lui restent
vers qui il pointe. Oui, mais C'est en un même modèle temps, de sainteté. Loïse, puisque vous le dites, effectivement, on approche de la fin de l'émission, mais vous aurez remarqué que le président Kagame n'a pas parlé de ses opposants qu'il a assassinés. Mm-hmm. Il n'a pas parlé de Patrick Karegeya, qui était un de ses opposants farouches. Il n'a pas cité le nom, ou même fait allusion cette fois-ci à Feu Sendachong. Il n'a pas parlé de l'ancien vice-président des Verts. Il n'a pas parlé de toutes ces personnes qu'il a assassinées au Rwanda. Il n'a pas parlé des jeunes du parti FDU que Kagame a fait disparaître ces dernières années. Et il dit, il n'y a pas d'opposition, je les ai tous tués. Mais facile. Là, il a raison. C'est comme le cowboy, justement, qui... C'est comme le cowboy. Hein. J'ai bien aimé votre histoire, Loïse. C'est l'histoire du cowboy. J'ai retenu, je pense que j'en dirai un mot un jour. Parce que, et franchement, s'il avait été honnête, il aurait dit, non, 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 il n'y a plus d'opposants, je les ai tous massacrés. Comme par hasard, il parle de quelques opposants qui ont survécu à 1000 tentatives d'assassinat, hein, parce que même si on n'a pas encore vu notre sang dans les rues de Paris ou de Bruxelles ou de Washington, ce n'est pas parce qu'il n'a pas essayé. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas essayé. En plus, il faudrait qu'il soit un peu plus sérieux quand même. L'argent de l'État, ça ne se trimballe pas dans des malles ou dans des valises. Je ne parle pas de moi. Je n'ai pas bien compris l'allusion à son ancien directeur de cabinet. Il dit, cette maison, pendant qu'on la construisait, l'autre est là. Mais attendez, quel lien y a-t-il entre ce bâtiment et un chef de cabinet? Vous avez vu un chef de cabinet qui transporte des malles de dollars? Mais le bâtiment, Kagame a pris le pouvoir, le bâtiment était déjà construit. Il a trouvé sur place. Exactement, exactement. Déjà, est-ce que son directeur de cabinet a détourné les fonds pour construire ce bâtiment? Sauf on ne sait pas dans quel bâtiment se passait l'interview, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est peut-être pas Urugwiro. Là, mais peut-être, mais quand même, ce n'est pas le directeur de cabinet qui s'occupe des finances de la présidence. Soyez sérieux. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans leur système, ça doit se passer comme ça. Aloïse, je vous invite à organiser une conférence de presse où je pourrais être la vedette ce soir-là pour parler de tout ça. Je veux dire un mot au président Kagame avec ma politesse légendaire. J'aimerais expliquer aux Rwandais ce qu'il en est. Peut-être plus facilement qu'en Rwanda, mais si vous voulez aussi en français. Parce que vraiment, notre président vit dans le mensonge. On le fera parce que les Rwandais ont le droit de savoir. Tout à fait, tout à fait. Et donc, comme vous le savez, je vous avais prévenu à 20h30, j'ai une autre occupation. Je vais devoir vous laisser et vous laisser à vos auditeurs, à vos téléspectateurs. On était à la fin de notre émission. Il ne me reste qu'à vous remercier de votre présence, des idées et des réflexions et des analyses que vous nous avez accordées. Et on se quitte en espérant que, encore une fois, mardi prochain, on sera ensemble pour, encore une fois, aider les Rwandais à bien comprendre ce qui se passe dans leur vie et dans la vie de leur pays. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Je vais quand même, comme je commence à être parmi les vieux basés, parmi les Rwandais de l'extérieur, j'aimerais dire un dernier petit mot à mes compatriotes. Oui, oui, bien sûr. Surtout ceux de l'opposition, comme on dit, hein, les amis de la société civile, les camarades qui sont dans les partis politiques en exil, suggérer qu'on observe une accalmie. Parce qu'il y a parfois les esprits sont chauffés, les gens s'adressent des invectives, des paroles qui fâchent au quotidien, du matin au soir. Vraiment, lorsque nous faisons cela, nous offrons
un cadeau inestimable à Paul Kagame qui nous a tous chassés de notre pays. Si on pouvait respecter une trêve verbale négative d'1 mois pour nous recentrer sur l'essentiel, je pense qu'on y gagnerait beaucoup. On a tellement de choses à faire que de nous chamailler, surtout les plus jeunes aussi, mais aussi certains de nos seniors. Il faut qu'on arrête de tomber dans ce piège de l'invective facile, qu'on se concentre sur l'essentiel. Il y a tellement de choses à faire, et puis nous sommes des frères et sœurs. Je vous remercie. Merci et bonne soirée, monsieur l'ambassadeur, et à la prochaine. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?